Donc, on va parler de la collaboration du questionnaire. Construire un questionnaire. Alors, la réalisation d'un questionnaire passe par trois étapes. Faut pas oublier ça. Vous voulez faire votre projet, vous voulez utiliser le questionnaire comme outil de recueil des données, eh ben dites-vous que vous aurez dans ce travail, l'enquête linguistique par questionnaire, vous aurez à passer par trois étapes. Un, élaboration du questionnaire, le constituer, hein, préparer le questionnaire. Deux, passation et récupération du questionnaire. Trois, traitement des données et lecture des résultats. Donc ça, ce sont si vous voulez, les trois étapes qu'on peut pas louper, si vous voulez, lorsqu'on se lance dans un travail d'enquête linguistique par questionnaire. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de traiter chaque point, chaque étape à part, essayer de voir ses techniques, son objet, ses objectifs, les astuces, etc. de chaque étape. D'accord? On y va. On commence par le commencement, l'élaboration d'un questionnaire. On commence avant de parler de l'élaboration du questionnaire, on va parler de ce qu'on appelle la structure du questionnaire. Moi, j'utilise toujours un terme très qu'on utilisait autrefois au CEM. Voilà, ce qu'on appelle la gueule du questionnaire ou le visage du questionnaire. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque vous étiez au CEM, chaque fois que vous faisiez lecture avec un texte, on vous dit l'image, dégager l'image du texte. Alors, l'image du texte, c'est quoi? C'est tout simplement les grandes parties qui constituent le texte. Alors, pour le texte, c'était toujours le titre, le sous-titre et les paragraphes. Et donc, c'est pratiquement la même chose. Donc, le questionnaire, est-ce qu'il a un visage? Oui. Ou l'image du questionnaire? Oui. Alors, l'image du questionnaire, c'est celle-ci, qui est devant vous. Un questionnaire se compose de trois blocs. Le premier bloc, c'est la présentation du questionnaire. Deuxième bloc, c'est l'identification des sujets. Troisième bloc, c'est les questions, du questionnaire. Donc, le questionnaire s'organise en trois principales parties. La présentation du questionnaire, ce qu'on appelle l'identification, ou l'entête aussi. L'entête du questionnaire, c'est la partie où l'on présente au sujet l'objectif et l'objet de ce questionnaire. En fait, simplement, c'est la partie dans laquelle on va présenter un questionnaire, on va présenter notre questionnaire ici. Dire par exemple, ce questionnaire porte sur le sujet X, dans lequel on va essayer de faire Y. Et donc, vous expliquez à votre sujet ce qu'on va faire ce qu'on va faire avec, si vous voulez, avec ce questionnaire. Deux. Donc, nous avons l'identification. Alors, c'est quoi l'identification? C'est quoi? C'est tout simplement, c'est la partie où l'on pose des questions qui prennent, ou qui permettent plutôt de recueillir des données sur les sujets sondés. Âge, sexe, carrière, etc. Attention, on ne doit jamais demander des informations personnelles des sujets, le nom, le prénom, l'adresse, etc. Ça ne doit pas exister dans l'identification. Dans l'identification, généralement, on aura besoin soit homme, femme, étudiant, étudiante, etc. le sexe. Deuxièmement, l'âge, si ça nous intéresse, d'accord. Et après, la carrière, hein, si vous travaillez par exemple un questionnaire chez les enseignants de langue française, après, vous pouvez poser une question, vous avez combien d'années derrière vous dans l'enseignement? Ça peut toujours être utile dans la phase d'interprétation des résultats. Parce qu'une réponse fournie par un enseignant qui a plus de 25 ans de boulot et un enseignant qui vient de débarquer avec 5 années derrière lui, certainement ne sera pas la même. La vision ne sera pas la même, les conclusions ne seront pas les mêmes. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, les questions, c'est la troisième partie, c'est le côté question. C'est la partie principale, si vous voulez, du questionnaire où se posent les questions de l'enquête. Alors là, la troisième partie, si vous voulez, c'est la partie essentielle du questionnaire. C'est là où on pose des questions de notre enquête. Voilà. Donc, on va commencer par le commencement, l'élaboration du questionnaire. Donc, il faut savoir que toute erreur, omission ou ambiguïté dans la formulation des questions aura nécessairement une incidence, un impact sur les résultats de la recherche. Donc, les questions à poser dans un questionnaire doivent obéir à certains critères. Ça, c'est très important. Vous dites la façon de poser les questions posées auront une incidence directe, si vous voulez, sur les résultats. Des questions mal posées, des résultats pas authentiques. Donc, il faut faire attention. Comment? Il faudrait suivre quelques critères lorsqu'on aura à poser les questions. Quels sont ces critères? On y va. Critères du questionnaire ou des questions posées. Nous avons la systématicité du questionnaire. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par systématicité du questionnaire? Même questionnaire pour tous les sujets. Alors, lorsque vous élaborez un questionnaire, il faudrait élaborer un seul questionnaire pour tout le monde. Vous ne pouvez pas faire un questionnaire d'une forme X et un questionnaire d'une forme Y pour d'autres. Il faudrait que tous les sujets aient le même questionnaire. Sinon, ça va impacter, si vous voulez, les résultats recueillis ou l'authenticité des résultats. Les questions du questionnaire doivent être identiques, aussi bien dans la forme que dans le fond. Mise en page, police, tout ce
que vous voulez, ça c'est très 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 important. Prenez pas les choses à la légère. Et les questions, le côté fond, on vous dit les mêmes questions, le même ordre, les mêmes réponses possibles, etc. Il faudrait être à cheval sur ce point. Donc, systématicité du questionnaire. Ok, 2. La durée du questionnaire. Alors là, si vous voulez, c'est un point sensible un petit peu, surtout chez nos étudiants. On a énormément de fois, si vous voulez, constater qu'il y avait des étudiants qui élaborent des questionnaires, mais lourds, très lourds. On vous dit, un questionnaire ne devrait pas être lourd, si vous voulez, bourré de questions. Il faudrait respecter ce qu'on appelle l'aspect ou le critère de la durée du questionnaire. Ça ne peut pas durer énormément un questionnaire. Parce que imaginez-vous si vous êtes en train de travailler un questionnaire dans la rue, hein, vous arrêtez une personne pour lui proposer le questionnaire à faire. Donc, vous ne pouvez pas l'arrêter dans la rue pour 30 minutes. Hein. Vous dites 2, 3, 4, 5 minutes. Allez, 5 minutes, c'est le max. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, lorsque vous élaborez votre questionnaire, il faudrait éviter de bourrer le questionnaire d'un nombre important de questions. Le questionnaire doit être aussi bref que possible. Ça, c'est un critère très, très, très important et un critère décisif dans la réussite du questionnaire. N'oubliez pas ce deuxième critère. Il faudrait que votre questionnaire soit le plus bref possible. Une durée raisonnable d'une passation d'un questionnaire opéré dans la rue n'est pas la même que celle faite à la maison. Par exemple, si vous donnez un questionnaire à votre ami, vous lui dites, allez, vous prenez le questionnaire, demain, je vais le récupérer, vous allez répondre à l'aise à la maison. Et lorsque vous avez à distribuer, faire la passation d'un questionnaire dans la rue, c'est pas la même chose. Et donc, vous dites une personne que vous rencontrez dans la rue, c'est certainement une personne qui a des trucs à faire, qui est pressée. Donc, si elle a l'amabilité de s'arrêter pour vous parler ou la gentillesse de dire oui, je réponds, eh bien, dites-vous qu'il faudrait être le plus bref possible avec cette personne. Sinon, donc, en cas où on est obligé d'établir, des fois, l'étudiant vous dit, le chercheur, ben écoutez, j'ai par exemple 8 questions, je ne peux pas m'en passer d'une. Donc, 8 questions, je ne peux pas me passer d'une des questions 8. Ou d'une des 8 questions, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans ce cas, on vous dit, on est obligé d'établir un questionnaire. Lorsqu'on est obligé d'établir un questionnaire lourd en termes de questions, c'est-à-dire des questions nombreuses, il serait préférable de le segmenter en plusieurs questionnaires. Si vous avez 8 questions, vous me dites, je ne peux pas m'en passer, des 8 questions. Donc, dans ce cas, moi, personnellement, en tant qu'enseignant, je propose à mes étudiants de scinder le questionnaire en 2 questionnaires. Faut être questionnaire 1, faut être questionnaire 2, qui regroupe les 8 questions. Sinon, 8 questions, c'est, à mon avis, hein, c'est lourd. 3, nous avons la maîtrise de la langue du questionnaire. Alors là, il ne faudrait pas oublier ce point aussi. C'est très important. Rédiger le questionnaire dans une langue standard, maîtrisée par tout le monde. Alors là, si votre sujet n'a pas compris les questions, ben, automatiquement, il ne va pas fournir de réponse authentique. Point. Et donc, le chercheur est appelé à fournir des questions, à travailler ces questions d'une façon telle que les questions doivent être, si vous voulez, dans une langue standard. Qu'est-ce que ça veut dire dans une langue standard? C'est tout simplement une langue comprise de tout le monde. Simplifier, simplifier, simplifier la langue, c'est le mot d'ordre pour le troisième critère. 4, nous avons l'exhaustivité des réponses suggérées. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par exhaustivité des réponses suggérées? Lorsque vous travaillez avec des QCM, si vous voulez, eh bien, les réponses suggérées doivent être exhaustives. C'est quoi exhaustif? C'est tout simplement total. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est couvrir toutes les possibilités de champ de réponse. Voilà, sinon couvrir tout le champ des réponses possibles. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas fournir des éléments de réponse ou des choix de réponse avec 2 ou 3 choix qui manquent. D'accord? Par exemple, si on doit revenir un petit peu à notre... je vais vous donner un exemple tangible. Si on doit revenir à notre... tout à l'heure, j'ai donné un exemple avec voilà, le voici. Donc, comment trouvez-vous la nourriture de ce resto? Par exemple, vous dites très bonne, bonne, moyenne, et vous ne donnez pas mauvaise, par exemple. Dans ce cas, vous êtes un petit peu en train de canaliser un petit peu le... Donc, on vous dit, lorsque vous donnez les possibilités de réponse, d'accord, dans un QCM, vous devez fournir les possibilités exhaustives, c'est-à-dire toute la liste, ou la liste totale des possibilités de réponse. C'est très important. Mais sinon, dites-vous que vous êtes en train de canaliser un petit peu les réponses de votre sujet. Voilà, surtout pour les questionnaires structurés, questions QCM, les réponses doivent couvrir tout le champ des réponses possibles. Ça, c'est quatrième critère. 5, une idée par question. Alors là, pour simplifier les choses et pour ne pas rentrer si vous voulez, dans des pistes un petit peu qui rendent les choses difficiles, c'est éviter de proposer des questions complexes.
C'est quoi une question complexe? C'est tout simplement une question qui véhicule plusieurs idées. Alors, une question simple, c'est quoi? C'est une question qui comporte une idée. Une réponse ambiguë égale quoi? Généralement, c'est cela. Lorsque vous avez trouvé, lorsque vous faites le retour et vous commencez à traiter les résultats de votre travail, votre enquête, vous allez trouver des fois des résultats, des réponses qui ne sont pas exploitables. Ben, dites-vous, une réponse ambiguë, une réponse inexploitable, c'est quoi? C'est tout simplement le résultat d'une question mal posée comprenant plusieurs idées. Je vais parler du sixième critère, neutralité du questionnaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que neutralité du questionnaire? Qu'est-ce que je veux dire par neutralité? Neutre, c'est le chercheur doit être neutre par rapport à la question. Il ne faut pas poser, ou il faut poser des questions sans préjugés, sans présupposés. C'est-à-dire, vous ne devez pas guider, là encore, votre sujet. Ne jamais tenter de guider ou de canaliser les réponses des sujets par là ou les questions. Septième et dernier critère à respecter lorsqu'on élabore un questionnaire, les questions surtout aussi, l'ordonnancement des questions. Alors, l'ordre, s'il vous plaît. Partir du plus général pour arriver au plus particulier. Le classement des questions, on vous dit, doit suivre un ordre logique. Passer des questions générales en questions plus spécifiques. Ça, c'est très important. L'ordre, ça joue un rôle fondamental, si vous voulez, pour les questionnaires. Après, sinon, votre questionnaire sera... Voilà, disons donc, vous avez préparé votre questionnaire, les questions, vous avez respecté tous les critères, etc. Vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? On y va. La passation, la récupération. On vous dit, si vous avez terminé votre questionnaire, vous pouvez, c'est bon, passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est la passation, distribution et la récupération. Alors, pourquoi je lis les deux activités passation et récupération? Vous allez le voir dans un instant. C'est très important. Mais avant cela, il faudrait qu'on souligne une chose très importante. Donc, vous avez, c'est bon, vous avez votre questionnaire après élaboré, etc. Donc, vous avez fait vous me dites, est-ce que monsieur, par exemple, vous avez 300 questionnaires? Vous me dites, est-ce que monsieur, je vais commencer à imprimer les 300 questionnaires? Je vous dis non. Attention, avant de faire la passation récupération, il faudrait faire une étape très très importante qui s'appelle la validation du questionnaire. Qu'est-ce que nous voulons dire par la validation du questionnaire? C'est tout simplement une étape test, une étape dans laquelle on va tester son questionnaire afin de voir comment les sujets vont se comporter avec mon questionnaire et comment mon questionnaire va recueillir des données. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez tout simplement imprimer par exemple 10, 15 questionnaires, procéder à la passation, vous récupérez et commencer l'étude pour ainsi voir directement les réponses fournies par vos sujets. Parce que c'est un test, c'est comme si vous aviez ou un échantillon, si vous voulez, et vous vérifiez les réponses. Si par exemple, vous trouvez que sur les 15 questionnaires que vous avez fournis, il y a une réponse, ou il y a une question plutôt qui a été zappée de tout le monde. Personne n'a répondu à cette question. C'est que ça pose problème. À un moment donné, vous faudrait se poser des questions. Pourquoi tout le monde a viré ou a évité cette question? Donc, automatiquement, elle est mal posée, elle n'est pas comprise, etc. Si vous trouvez par exemple qu'il y a des réponses, plusieurs réponses, c'est-à-dire sur les 15, vous avez 19 réponses qui sont, voilà, vous ne pouvez pas comprendre, c'est un petit peu ambigu, etc. C'est que la question que vous avez posée incite à une réponse ambiguë. C'est elle qui génère, c'est la question mal posée qui génère des réponses ambiguës. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait avant la passation? On vous dit, on va passer par la case validation du questionnaire. C'est quoi la phase validation du questionnaire? La phase validation du questionnaire est tout simplement une phase dans laquelle on teste son questionnaire. Voilà. Donc, la validation du questionnaire, valider son questionnaire revient à s'assurer qu'il est bien établi, que les questions sont bien posées, etc. C'est l'étape qu'on appelle aussi, cette étape, on appelle aussi la pré-enquête. Elle permet, entre autres, de se faire une idée sur son questionnaire réussi du questionnaire, les lacunes que le questionnaire peut présenter, la bonne formulation des questions, les résultats possibles, etc. Donc, la validation, c'est très important. Si vous avez imprimé 10 ou 15, vous avez distribué, fait la pré-enquête, vous avez fait le retour, vous avez vérifié que tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce cas, on passe à l'étape suivante. Donc, avant de parler de ça, donc la validation du questionnaire, j'ai oublié juste ce point. Alors, A, distribuer un échantillon, bon, on l'a expliqué, un échantillon du questionnaire. B, récupérer l'échantillon. 3, étudier les données. 4, dégager les résultats. Si aucune lacune ou dysfonctionnement n'est à signaler à propos de l'échantillon distribué, et que les résultats qu'il suscite vont dans un bon sens, si vous voulez, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre questionnaire est prêt à l'emploi. Donc, on passe directement à l'emploi. L'emploi, c'est quoi? C'est la passation et récupération. Alors, là, j'explique pourquoi j'associe la passation et la récupération, parce que c'est une phase qui ne devrait pas être rattachée de l'autre. Alors, on vous dit, l'idéal serait de distribuer et de faire la récupération sur place. Sinon,
Vous dites ça, c'est la voie fatale. Vous distribuez 300, lors du retour, vous aurez 100. Dans le meilleur des cas. Pourquoi? Parce que si vous donnez une questionnaire à un ami, il vous dit, allez, je vais répondre après, je vais le ramener. Sinon, nous, des fois, on fait des questionnaires dans le département. On demande par exemple aux étudiants, lorsque vous terminez de répondre, vous déposez le questionnaire au niveau de l'administration. Vous dites, d'accord, il n'y a pas de problème. Après 2 jours, 3 jours, lorsque vous allez voir l'administration, vous leur demandez est-ce qu'on a déposé des questionnaires, ils vous disent oui. Lorsqu'ils sortent les questions, vous avez compté, vous avez trouvé même pas 50%. Vous dites, ouais, où est l'autre? Bah, ils vous disent, ce sont des gens qui sont revenus, sont venus nous voir pour le questionnaire. Bon. Généralement, ce sont des gens que les sujets vont oublier, perdre le questionnaire, etc. Donc ça, on vous dit, c'est une voie à éviter. L'opération de passation du questionnaire peut toucher plusieurs domaines, plusieurs tranches sociales, plusieurs espaces, et ainsi de suite. Ainsi, une adaptation du chercheur à l'environnement est indispensable. La récupération du questionnaire doit s'opérer idéalement directement après la passation. Ça, c'est l'idéal. Hein. Moi, j'explique toujours à mes étudiants qu'il faudrait être un petit peu lourd, hein, de notre manière, si vous voulez, distribuer et rester avec le sujet. Sinon, rester 5-10 minutes avec le sujet pour récupérer, mieux que attendre demain et ne rien avoir. Donc, directement après la passation, attendre que le sujet réponde et récupérer le questionnaire. Ça, c'est l'idéal. N'oubliez pas, c'est très important, sinon vous aurez des problèmes. Alors, attention, je vais faire une petite remarque. On dit, monsieur, j'ai distribué 300 questionnaires. Lorsque j'ai fait le retour, je n'ai eu que 80. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu vas devoir réimprimer 220, voilà, 220 questionnaires et tu vas devoir les redistribuer, faire une deuxième passation. Et si dans la deuxième passation, tu ne récupères toujours pas les 300, tu vas faire une troisième passation jusqu'à ce que tu récupères les 300. Voyez-vous? Donc, c'est une question très, très, très importante. Pourquoi? Parce que ça va vous épargner beaucoup de temps. Et donc, il faut faire attention. Donc, remarque, à ce niveau, se posera le problème de la représentativité en termes quantitatifs des sujets sondés. Donc là, on va parler de notre problème, c'est le problème de la représentativité. Vous me dites, monsieur, je vais parler des étudiants, par exemple de l'Université de la Roi, et je choisis de faire 300 questions là. Est-ce que ça va être représentatif? C'est ça la question qui se pose. Donc on vous dit, la question du nombre des questionnaires à distribuer au passé est décisive. Décisive, hein, la question. Donc, elle a un impact direct sur la crédibilité des résultats obtenus. Donc, il faudrait réfléchir sur le nombre. Est-ce qu'il y a une équation, une loi qui nous dirait directement combien il faudrait faire? Non. Voilà, c'est personnel par rapport à la vision de chacun. Si la phase de récupération ne permet pas de retrouver la totalité, de recouvrer la totalité des questionnaires distribués, ben, il faut relancer la passation, encore une fois. Troisième fois, vous n'avez pas récupéré ou recouvré tout le nombre, vous lancez troisième fois. Ça ne marche pas, quatrième fois, jusqu'à ce que... Parce que le 300, c'est un chiffre que vous avez lancé dans votre étude. Donc, automatiquement, vous devez arriver à 300. Maintenant, vous avez fait la passation, vous avez fait le retour, vous avez vos 300 questionnaires, c'est bon, tout est clair, tout est bien, tout est bon. Donc, on va passer à la troisième étape. C'est quoi? Le traitement des données, lecture des résultats. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons, toujours avec notre exemple 300 questionnaires, nous avons nos 300 questionnaires. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la matière recueillie. Donc la dernière phase de l'enquête, on vous dit par questionnaire, consiste à lire les données recueillies et à en dégager les résultats. Alors traiter ce point d'une façon théorique poserait certainement des problèmes au lecteur. Alors on vous dit, moi dans mon cours, je le fais toujours en classe. Je ne peux pas expliquer une chose d'une façon théorique. Je pourrais le faire, mais je suis sûr que l'idée n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que traiter, si vous voulez, la parole recueillie, ben, nécessite toujours un travail réel, si vous voulez. Voilà, donc moi, je propose, qu'est-ce que je fais? Je propose dans ma classe, je propose toujours aux étudiants, mais j'ai toujours dans mon bureau une ou deux enquêtes qui sont archivées. Donc, je prends une enquête, par exemple, de 200 questionnaires, je les prends, je rentre en classe et qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer. Bon, j'ai des étudiants, on va distribuer 20, 20, 20, 20, ou se mettre en 2 ou 3 groupes. Je donne un paquet à chaque groupe et je leur demande de faire quoi? Je leur demande de suivre et procéder dans un travail collectif, au travail, à l'activité de traitement des résultats. Donc ça, c'est très important. Hein. Pour maîtriser cette étape, il faudrait mettre sa main à la pâte. Donc, on dit, ainsi, nous proposons d'éclairer ce point par un exemple réel. Alors, je vais le faire aujourd'hui aussi dans mon cours. Je vais vous donner un exemple réel, une enquête qui a été faite, si vous voulez, par notre équipe. Et donc, on va soumettre les questionnaires, les données recueillies. Donc, on exposera les données recueillies d'une enquête que nous avons nous-mêmes réalisée afin de garantir aux étudiants une compréhension optimale de cette étape. On y va, je vais vous donner l'enquête.